cette monnaie, telle que vous l'avez utilisée là, c'était ni des dollars canadiens, ni des euros, ni même des faux dollars canadiens. C'était des vrais trucs qui servent à rien. Et malgré tout, ça marche aussi, puisqu'on a décidé d'avoir confiance à toi. Je vous ai dit au départ, rassurez-vous, que je vous les prêtais. C'est-à-dire que si je récupère tout, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent en circulation. D'ailleurs, c'est exactement la situation, puisque tout l'argent qui circule actuellement, à l'exception de l'argent des banques centrales, qui en très grande majorité est à l'intérieur des coffres des banques, eh bien, tout l'argent en circulation est prêté. Donc ça veut dire que si on remboursait toutes les dettes, on parle beaucoup de dettes publiques, etc., rassurez-vous, il n'y aura plus d'argent. Et donc, pas de dette, pas d'argent. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça, et je vais vous présenter quelques aspects sur des monnaies telles que vous les connaissez, des monnaies qu'on va appeler conventionnelles, des monnaies qu'on va parler de complémentaires, alternatives, des monnaies un petit peu bizarres, et puis même on va parler aussi d'innovation monétaire. Alors, si vous avez des questions, vous avez Catherine qui est là avec des petits post-it, parce que là maintenant on a un super système par SMS papier, qui est extrêmement sophistiqué, donc on voit qu'on est dans les écoles d'ingénieurs quand même. Et donc, voilà. Alors, ce travail-là, il a été fait avec un petit groupe sur l'innovation monétaire qui a rassemblé 160 personnes, dont certaines sont dans la salle, que je salue, et qui, ensemble, eh bien, ont essayé de faire un résultat plus intéressant que tout seul. Donc on a essayé, on s'est dit, même si on connaît pour certains, il y avait des banquiers, il y avait des économistes, mais il y avait aussi des artistes, il y avait aussi des innovateurs, des designers, des gens extrêmement différents, eh bien, on va essayer de mettre tous ces gens-là ensemble pour mieux comprendre les choses. Alors pour comprendre ces choses, eh bien, on va essayer de comprendre ce que c'est que la monnaie. D'abord, vous avez pu voir qu'il y avait une question tout à fait intéressante que je vais reprendre au début, c'est-à-dire, mais si la personne en face de moi, elle a un petit bout de papier qui m'intéresse et que moi j'ai un petit bout de papier qui m'intéresse, on n'a pas besoin de cette fichue monnaie, de CITA. Évidemment, on va faire du troc. Le problème qu'il y a, c'est que de temps en temps, eh bien, vous aviez quelqu'un qui avait un papier qui vous intéressait, mais vous n'avez rien pour lui. Donc vous ne pouvez pas troquer. Le système de monnaie a été inventé pour permettre de décaler dans le temps le moment où je donne ou je reçois. Donc vous avez eu des moments où vous aviez plus de papier, des moments où vous aviez moins de papier. Alors regardons ça un peu plus près. Si vous donnez quelque chose, et qu'on vous donne en échange un bout de papier, alors ça, ou un coquillage, ou un citin, ou un euro, ou ce que vous voulez, quelque chose dans lequel vous allez quand même avoir à peu près confiance. De la fausse monnaie, par exemple, comme on a vu dans le film. On a toujours confiance dans la fausse monnaie. Eh bien, vous allez pouvoir, après, puisque vous avez donné quelque chose, grâce à ça, recevoir de quelqu'un d'autre plus tard. Donc finalement, on va définir, plutôt que de prendre les définitions habituelles de la monnaie, on va légèrement les changer pour mieux comprendre et essayer d'aller un peu plus loin. Donc ce que Aristote appelait la fonction de facilitation de l'échange, eh bien, d'une certaine manière, on va donner et plus tard, on recevra. Mais imaginez maintenant que vous receviez maintenant. Vous receviez, par exemple, un peu de graines, par exemple, je vous donne des graines, et que grâce à ces graines, vous les planquiez et demain, vous ayez des tomates. Ça veut dire que vous avez reçu d'abord, et puis vous avez quand même créé de la valeur grâce au temps, parce que le temps crée de la valeur, par exemple, lorsqu'on fait pousser des tomates. Et puis, bah, ces tomates-là, eh bien, à un moment donné, vous allez pouvoir les donner. Enfin, vous allez les donner en échange d'un bout de papier, ça s'appelle vendre. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, soit vous donnez et vous recevez, soit vous recevez d'abord et vous donnez, mais dans un cas de figure, on facilite l'échange. Dans l'autre cas de figure, finalement, c'était un investissement. C'est-à-dire que j'ai eu d'abord les graines, j'ai reçu les graines, en échange peut-être d'un prêt ou d'autre chose, et j'ai donné après des tomates, ou du moins j'ai vendu mes tomates. La question qui se pose, c'est, d'accord, mais quelle va être la valeur de ce que je vais, de ces graines? Est-ce qu'il va falloir que je compte la valeur des graines ou la valeur des futures tomates? En gros, la valeur actuelle ou la valeur potentielle. Alors, essayez d'imaginer une valeur future, de prévoir, alors ça s'appelle en français spéculer. La seule chose, c'est que spéculer, c'est une chose très bien, surtout en économie, pour essayer de prévoir si je vais avoir, avec le prix des graines, je vais pouvoir m'y retrouver pour pouvoir vivre et donner des tomates aux autres et en manger aussi moi-même. Mais évidemment, eh bien, je pourrais spéculer sur autre chose que les tomates, je pourrais spéculer sur la monnaie. D'ailleurs, certains ont essayé en disant « ouais, mais ça c'est rare, et regardez, le A, il est en haut à gauche, il est rare, donc moi je peux le vendre 2 citins. » Et donc, à ce moment-là, on commence à spéculer, non plus sur l'objet, mais on peut commencer à spéculer sur la citane elle-même. Et donc là, j'ai plein de citins, et je vous les propose, mais à un prix d'un euro, d'ailleurs, qui vient d'augmenter, et ça coûte beaucoup plus cher qu'un bitcoin. Alors avec ça, je vais être vachement riche.
Donc ça veut dire qu'en fait, eh bien, une des difficultés que l'on a lorsqu'on décale dans le temps, dans un cas on parle de faciliter l'échange, dans le cas on parle de réserve de la valeur, on pourrait dire faciliter l'investissement pour être plus simple, eh bien, c'est que si je décale dans le temps, eh bien, je vais peut-être aussi avoir une question de risque, d'évaluation de la valeur, de spéculation sur la valeur. Avec toutes les questions que ça pose, de risque bien sûr, mais aussi de dérive de cette spéculation, lorsqu'on spécule non plus sur les biens, mais sur l'argent. Et l'argent lui-même, je vais faire quelque chose absolument interdit, mais c'est pas grave, j'ai vécu dans le film on faisait, il n'a aucune valeur. Désolé, mais effectivement, souvent on attribue de la valeur à l'argent. Non, l'argent est un élément qui nous permet de mesurer la valeur des biens entre nous normalement, quand il n'y a pas de dérive. Alors, première chose, donc la première définition qui regroupe deux définitions d'Aristote, c'est que je peux décaler dans le temps et finalement ça va me permettre de résoudre une dette. Je ne vous connais pas, on ne se connaît pas, on a quelque chose à échanger, je ne suis pas sûr de vous revoir, et bien si vous me donnez un billet en échange, je sais qu'à un moment donné, eh bien, notre dette est soldée, on peut s'en éloigner et on ne se connaît plus, c'est pas grave. Donc tout le principe de la monnaie est de faciliter l'échange entre les personnes qui ne se connaissent pas. Actuellement, on sait échanger sans problème de monnaie avec des petits groupes. Alors traditionnellement avec des groupes jusqu'à 12, une famille, les noms des tribus avant les villages, et éventuellement on y arrive un petit peu moins bien, mais on y arrive à peu près à 150, c'est le nombre de Dunbar pour ceux qui connaissent, sur mon réseau social, et puis au-delà j'y arrive pas, et donc on a inventé quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est notre capacité d'échanger, y compris de façon asymétrique, donc décalée dans le temps, avec des personnes que je ne connais pas. Voilà la fonction principale de la monnaie sur la facilitation d'échange. Et puis, évidemment, on l'a vu aussi, si je décale dans le temps également, eh bien, je vais faire pouvoir pousser mes tomates pour arriver à créer de la valeur. Deuxième aspect, c'est un indicateur. Alors, normalement, les économistes, ou du moins Aristote, disaient c'est une unité de compte. C'est-à-dire l'euro permet de compter la valeur des choses. Alors, j'aime pas beaucoup ce nom, et au groupe Innovation Monétaire, on a décidé de lui faire la peau. Parce qu'une unité, normalement, comme le mètre, la seconde, il vaut mieux que ça soit à peu près stable. Imaginez que je mesure la longueur de cette salle avec un mètre élastique. Ça serait un peu ridicule. C'est-à-dire que la valeur que je vais donner ne va pas être la même. La monnaie, aujourd'hui, est un étalon totalement élastique. Il n'arrête pas de changer de valeur. Il y a de la spéculation dessus, encore plus qu'avant d'ailleurs. Et donc, en fait, ce n'est pas vraiment une unité de compte. Alors, on a décidé d'appeler ça plutôt un indicateur de valeur. Alors, finalement, ça a été extrêmement créatif parce que quand on parle de ça, eh bien, on peut dire déjà un indicateur, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut mesurer, mais c'est quelque chose aussi qui permet d'évaluer les choses pas mesurables. Par exemple, je peux avoir un indicateur d'estime. L'estime que vous avez pour moi, qui a 7,3 d'estime pour moi? Sur combien? Ah, alors, bonne question. Sur 10, allez. Allez, bon, allez, on va fermer parce que 9,5, ça veut dire 9,5 d'estime. Comment vous pouvez dire ça? Alors, bon, à part pour failloter, bon ça d'accord, mais comment on peut dire ça? Puisque, en fait, pour pouvoir mesurer quelque chose, il faut le comparer à un étalon. Quel est votre 1 d'estime? Le problème, c'est que le 1 d'estime, il n'est pas à l'extérieur, comme le centimètre, la seconde, etc. Il est à l'intérieur. Et vous essayez de mesurer quelque chose à l'extérieur, moi, je suis à l'extérieur de vous, apparemment, avec quelque chose, une unité qui est à l'intérieur. Vous avez en mathématiques ce qu'on appelle une grandeur non mesurable. Donc on va appeler indicateur toute forme de grandeur mesurable, non mesurable, mesurable par négociation, par exemple la valeur des tomates ou la valeur de quelque chose qu'on va échanger, eh bien ça peut être une valeur qu'on fixe par négociation, pourquoi pas, donc c'est une valeur totalement arbitraire qui nous semble plutôt bien, très bien. Et puis donc si je parle de valeur, d'abord je peux mettre un S à valeur, donc on pourrait même imaginer des monnaies où il y a plusieurs types de valeurs. D'abord parce que la valeur, c'est quoi? La valeur que vous mesurez avec 1 euro ou un cita, on dit un cita ou une cita tierce? Un cita, merci. Je voulais savoir si l'Académie française avait statué. Donc, la valeur d'un cita, la valeur d'1 euro, ou d'une dollar, non, bien $, eh bien, c'est quelque chose d'assez arbitraire. Et ça mesure quoi? Ça mesure la valeur d'échange que l'on a négocié entre nous. D'ailleurs, au moment même de l'acte de vente en général. C'est quelque chose qui ne se prévoit pas très bien. Il y a notre valeur, la valeur d'usage. La valeur d'usage, c'est imaginez que je fasse quelque chose de pas très difficile pour moi et que ça soit très très important pour vous. Vous avez une grande valeur d'usage et moi j'ai une petite valeur d'usage. Ça vaut combien? Eh bien, il y a deux valeurs. Il y a celle pour moi et celle pour vous.
Et là, on a un problème, c'est que la méthode, la façon dont la monnaie est construite nous demande aujourd'hui une seule valeur. On pourrait mesurer aussi avec quelque chose de moins arbitraire que la négociation, en temps. Combien ça vous prend de temps pour faire des tas de choses comme ça? Alors il y a des monnaies qui sont basées sur le temps, que ce soit un temps de coiffeur ou un temps pour apprendre l'espagnol ou un temps de je ne sais quoi, eh bien ça sera toujours 1 heure égale 1 heure. C'est d'ailleurs une théorie marxienne de la monnaie, marxiste, pardon, qui présente effectivement un autre type de valeur. Bref, il y a plein de valeurs différentes, valeurs d'échange. La valeur de la monnaie elle-même, parce que finalement la monnaie mesure une valeur, mais quelle est la valeur de la monnaie? Alors finalement, vous voyez que ça pose plein de questions. Alors si on prend ce système-là en disant, voilà, la monnaie c'est que 2 choses. C'est un système qui nous permet de décaler dans le temps le moment où on donne ou on reçoit, mais à un moment donné, il va bien falloir résoudre la dette. Et donc, c'est ce que vous avez fait. Normalement, ceux qui ont bien réussi, vous avez à la fin toujours 4 papiers, bon, un peu plus intéressant parce que vous pouvez les lire cette fois. Et puis, vous avez toujours 2 citats. Alors certains vont perdre en route, moi j'en ai récupéré un sacré nombre, donc je suis vachement content, surtout qu'ils n'ont plus de valeur. Donc en théorie, eh bien, on a juste fait la résolution de dette et c'est fini. Un peu exactement comme dans le film, vous avez pu voir, eh bien, on a résolu la dette de tout le monde, et avec la monnaie, en plus c'était une fausse monnaie, pour tant qu'à faire, et puis voilà. Et puis, donc, cette deuxième chose, eh bien, on va essayer de voir si on peut faire un indicateur de valeur. Donc, ces 2 choses-là qui étaient présentées avant sous forme de 3 choses, facilitateur d'échange, réserve de valeur, facilité d'investissement, ou unité de compte, comme on disait il y a encore 2 ans avant qu'on fasse nos travaux, eh bien, aujourd'hui, on va les présenter comme ça, et ça va nous permettre d'aller un peu plus loin et de se dire, finalement, vous avez pu voir qu'il y a des monnaies classiques faites par les États, il y en a à peu près 150 sur les 200 États, donc 150 monnaies, on va appeler ça conventionnelles. Alors, on pourrait se dire, elles ont toujours été comme ça. Totalement faux. D'abord, elles n'arrêtent pas d'évoluer, elles sont totalement différentes. La monnaie avant Maastricht et après Maastricht, avant Bretton Woods et après Bretton Woods sont fondamentalement différentes. Donc ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment on va pouvoir utiliser la monnaie pour adapter des choses sur le mécanisme même d'une monnaie, pour faire une fonction sociale, intéressante socialement, par exemple échanger entre nous, mieux vivre ensemble, ou alors une autre fonction, se taper dessus, développer l'individualisme, faire que les plus riches soient plus riches, etc. Vous voyez, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec une monnaie. La seule chose, c'est que si on comprend le mécanisme, on peut l'utiliser. Si on ne comprend pas le mécanisme, bien évidemment, on le subit. Alors regardons un peu si d'autres monnaies pourraient exister. Alors oui, d'après les dernières statistiques de Bernard Liétin, il y en a à peu près 5000. 5000, mais alors vraiment très différentes. Et alors ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces monnaies autres, pour éviter les problèmes de spéculation, elles se limitent à une seule chose, c'est faciliter l'échange. Alors regardons ça d'un peu plus près. Vous avez tout d'abord des monnaies qui sont pour échanger les choses qui sont non commerciales. Alors ça c'est simple, on parle de systèmes d'échange locaux, les SEL, les fameux SEL, et on a le droit d'échanger, si vous me donnez un coup de main pour ma baignoire, parce que bon, vous n'êtes pas plombier, mais vous connaissez mieux la plomberie que moi, et puis moi je peux donner des cours d'italien, bon, enfin l'italien, je ne fais pas parler italien, enfin bref, de ce que vous voulez. Et puis voilà, mais comme on n'a pas envie de troquer parce que l'italien ça ne vous intéresse pas, et bien je vais le donner à quelqu'un d'autre qui va donner des cours de guitare à un autre, et puis finalement, eh bien, on va pouvoir réguler les choses comme ça. Alors l'avantage de cette monnaie-là, c'est que des échanges entre non commerciaux, c'est-à-dire quand ce n'est pas votre métier, c'est-à-dire si vous venez faire un baignoire et que vous n'êtes pas plombier, eh bien ce n'est pas taxé, donc il n'y a pas de problème légaux spécifiques. Il y a eu quelques questions posées au niveau juridique. Aujourd'hui, la jurisprudence montre que les SEL, voilà, ça peut marcher. On verra qu'il y a quelques exceptions, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, à l'inverse, est-ce que je pourrais faire d'autres types de monnaies? Alors là, il y a une petite histoire qui m'a beaucoup intéressé. Vous connaissez peut-être le film Le Cauchemar de Darwin, qui présente comment en fait on a arnaqué plein de gens dans un pays d'Afrique pour leur dire, bon, voilà, on va prendre des perches du Nil dans votre lac et on va vous donner des armes en échange, comme ça c'est sympathique comme troc. Et ce qui est très intéressant, c'est pas ça, mais c'est dans le film, il y a l'interview d'un gars, d'un conducteur d'un cargo, qui dit, écoutez, bon, il ne voulait pas parler de ce pays-là, mais il dit, voilà, moi, un jour, on m'a demandé de déposer mon avion vide, avion cargo vide, dans tel pays. Alors j'ai été vide, mais il y avait comme une bâche, et j'ai regardé dessous, ça ressemblait plus à un tank qu'à du vide. Et puis, bon, ben voilà, moi je ne suis pas censé savoir ce qu'il y a, j'ai laissé décharger, etc. Et après, j'avais comme mission d'aller en Afrique du Sud, prendre du raisin et le ramener en Europe.
Et là, il dit, j'ai mon copain qui me dit, c'est super sympa parce que grâce à toi, les petits Européens pour Noël, ils ont du raisin, et les petits Africains, ils ont des tanks et des armes. Alors le gars, il dit, écoutez, j'aimerais bien que ça soit autrement, ça ne me plaît pas ça. Mais comment faire? C'est business. C'est le business parce que, effectivement, la monnaie, ça permet d'échanger n'importe quoi, des armes, etc. Imaginez qu'on ait une monnaie qui nous permet d'échanger que des grains de raisin. Alors cette fois, eh bien, on ne pourra plus échanger des armes. Alors ça serait un peu stupide parce que contre les grains de raisin, une fois que j'ai récupéré la monnaie, je prends des grains de raisin, et bon, au bout d'un moment, je ferai peut-être marre de manger du raisin. On va faire une monnaie un peu plus intelligente, on va faire une monnaie pour échanger, par exemple, à manger, ou des biens nécessaires, fondamentaux, par exemple. Imaginez une monnaie qui ne puisse servir qu'à ça. Alors, ça ne ferait pas toutes les fonctions de la monnaie, elle ne ferait pas tous les échanges. Elle serait complémentaire à la monnaie, mais elle donnerait un petit plus. Elle n'empêcherait pas d'acheter des armes avec des euros, mais elle permettrait un petit plus et donnerait un avantage concurrentiel, si vous passez l'expression, pour manger plutôt que pour des armes. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière faire des monnaies complémentaires dont le but est de réduire le champ de ce qu'on va échanger. Il y en a deux types, en gros, principalement. Soit vous avez échangé sur des territoires. Alors vous avez par exemple à Toulouse maintenant le sol violette, vous avez alors plein de monnaies qui sont connues, Brest, des grandes villes avec l'éole, etc. C'est des monnaies sur lesquelles eh bien, vous pouvez les dépenser sur place et puis vous pouvez acheter sur place. Alors évidemment, pour acheter des moutons de Nouvelle-Zélande, c'est pas terrible. Et bien, ça ne fait pas la même fonction que notre monnaie. Par contre, ça donne un petit coup de pouce supplémentaire qui n'empêche pas le libre-échange avec le reste, puisque l'euro reste toujours là, mais qui donne un avantage supplémentaire pour favoriser les commerçants locaux et les différentes personnes. L'expérience montre que ça marche bien. Mais on va voir effectivement tout à l'heure comment résoudre les problèmes légaux par rapport à ça. Parce qu'évidemment, ça va poser un certain nombre de questions. On pourrait aussi avoir des monnaies qui fassent un peu tout, un peu indépendantes. Alors, c'est ça du milieu. Et là, je vais vous citer une que je trouve particulièrement brillante, qui s'appelle le VIR en Suisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Crise de 29, et en 1933, à Bâle, dans un troquet, se réunissent une quinzaine ou une vingtaine de chefs d'entreprise qui disent « il y en a marre, on n'arrive pas à échanger entre nous parce que simplement on n'a plus de francs suisses qui circulent. C'est la crise, ça c'est marrant, c'est quelque chose qu'on connaît un peu. Et quand il y a une crise, eh bien il y a l'argent et il manque. Et donc on aurait du travail, moi j'aurais du travail à te donner, mais c'est pas qu'on est pauvre, mais c'est que simplement l'argent manque. Alors ils ont pris un cahier, ils ont dit voilà, en attendant que l'argent revienne, on va noter à peu près ce qu'on doit chacun. Et ils sont arrivés à un truc absolument incroyable, exactement celui que vous avez vu dans le film, c'est que pratiquement, eh bien, plus personne ne donnait rien à personne, parce que le cycle était assez grand. Donc finalement, pas de monnaie, mais malgré tout, eh bien, simplement par un petit système de cahier au départ, eh bien, ça a permis de solver la dette. Alors ils ont dit, bon voilà, on va faire ça, mais un peu mieux qu'un cahier, on va faire ça avec une monnaie qu'on va inventer. Alors tant qu'à faire des milliers faux, autant les appeler autrement. VIR, ça veut dire nous en allemand, c'est un acronyme aussi en allemand qui veut dire je sais plus quoi d'ailleurs. Et on va mettre ça. Interdiction totale de convertir le VIR en franc suisse, et le franc suisse en VIR. Par contre, quand il n'y a plus d'argent, on échange en VIR. Quand il y a de l'argent en franc suisse, on va échanger plutôt en franc suisse parce que c'est plus facile à dépenser. D'ailleurs, Bernard Letard, que je citais tout à l'heure, disait, en fait, le VIR, c'est le franc suisse ou l'euro, c'est de l'argent qui est difficile à gagner, mais facile à dépenser. Et le VIR, c'est l'inverse, c'est l'argent qui est plutôt facile à gagner, parce qu'en fait, on le met là quand il n'y en a plus. Et par contre, plus difficile à dépenser. Sauf que depuis 90 000 personnes, oui. Et comment on crée le VIR du coup? Comment quoi? Comment il est créé? Alors comment il est créé? Alors, là dans le film, c'est qu'il y a quand même oui. une tromperie au début. Alors c'est encore plus rigolo que ça, c'est-à-dire que la masse monétaire du VIR est égale exactement à 0. C'est-à-dire qu'en fait, si moi je donne un VIR, eh bien moi j'en ai moins 1 et vous avez plus 1. Et le total des VIR, comme ça au moins on n'est pas embêté avec la Banque de Suisse, on a créé la masse monétaire de 0. Ça s'appelle la crédit mutuelle. C'est la technique. Alors, ce VIR, eh bien, aujourd'hui, 90 000 entreprises suisses l'utilisent, 25% des PME. Vous pouvez acheter votre maison en VIR. Vous avez une banque qui s'appelle VIR, où dedans vous pouvez avoir un compte en francs suisses, un compte en VIR, interdiction de passer de l'un à l'autre, ils ne sont pas convertibles, c'est ça l'astuce justement, pour que, justement, quand le franc suisse se casse la figure, ça ne pose pas de problème au VIR. Donc le VIR est finalement une monnaie réellement alternative. Vous voyez comment on peut imaginer des choses un petit peu astucieuses qui font en fait, quelle est la fonction du VIR? Eh bien c'est tout simplement faire en sorte que l'économie soit dépendante des crises financières. Ouais. Il y a interdiction d'acheter des VIR contre des francs suisses, mais par contre il y a quand même
Il y a quand même un taux de change. Il y a un taux de change très précis, 1 vire égale 1 euro, un franc suisse, pardon. Donc c'est-à-dire que vous facturez dans votre comptabilité, vous marquez les francs suisses, c'est la même chose. Et par contre, il n'y a pas de flottement entre les deux, c'est 1 vire égale 1 franc suisse, mais non convertible. Oui, il y a une question? Peut-être après. D'accord, ok, oui. Alors, voilà par exemple des monnaies qu'on pourrait appeler indépendantes ou alternatives. Oui? Oui, juste par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la gestion du risque du coup. Si on accepte d'être payé en vire, Oui. comment on anticipe le risque que... Ah, alors, très bonne question. Ça ne revienne pas à une masse monétaire égale à 0 à un moment donné. Non, alors, non, mais de toute manière, aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut avoir confiance dans ceux qui gèrent le vire. Alors, quand il y avait 25 chefs d'entreprise qui se connaissaient, ça, je dirais, les 25 facilement. Lorsqu'ils sont plus nombreux, c'est pas facile. Et donc, aujourd'hui, c'est une banque, d'ailleurs, qui gère ça. Des fois, ça peut être un particulier, des fois, c'est un groupe de personnes. Donc, on va voir qu'effectivement, la notion de confiance, et je vais y revenir très profondément tout à l'heure, elle est fondamentale. C'est-à-dire comment on crée la confiance pour arriver à ce que la monnaie fonctionne. Je n'ai pas compris la nuance entre conversion et change. Alors, si je vous dis 1 CITA égale 1 euro, qui est prêt à me donner 1 euro contre 1 CITA? Personne? Bon, rassurez-vous, il n'est pas convertible. Et donc, il n'est absolument pas convertible. Par contre, je peux décider. Donc, ça veut dire que si à un moment donné, vous me payez en CITA et qu'on a décidé que ça valait 1 euro, eh bien, je peux marquer sur mon livre de compte des CITA ou des euros. Vous m'avez payé avec des CITA, mais je peux même faire ma comptabilité en euros. Je sais combien ça vaut en euros. Par contre, mes CITA ne servent qu'à acheter des choses qui, en CITA et les euros que des choses en euros. Donc je ne peux pas convertir l'un en l'autre, mais ils ont la même valeur, mais c'est deux systèmes qui cohabitent. Ils ne sont pas matérialisés, donc ils sont simplement dans un compte. Alors, le vire, je crois, n'est pas matérialisé, encore que j'en suis pas tout à fait sûr. Ça dépend, il y a des monnaies qui sont matérialisées sous forme de billets. Nos euros sont matérialisés à quelques pourcents en termes de billets pièces, le reste étant virtuel. Donc c'est pour ça que quand on parle de monnaie virtuelle, évidemment, je vous en cite une bien connue, ça s'appelle l'euro. C'est pour ça que c'est intéressant ce que vous dites, mais peut-être que déjà la définition de monnaie, moi je parlerais plutôt d'instrument que de monnaie, parce que les trois facteurs régaliens de la monnaie sont l'échange, la unité de compte et de valeur, on ne les retrouve pas dans ce que vous dites. Donc, moi je n'appelle pas ça des monnaies. Pour autant, ce qu'a dit madame, je crois que c'est très très important, c'est le facteur confiance. Le problème, c'est que le facteur confiance, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. Et plus le nombre d'intervenants augmente, plus le facteur confiance peut être pollué. Et qu'à un moment donné, se pose la question de comment on régule ces instruments-là. Absolument. Alors, plusieurs choses par rapport à ça. D'abord, effectivement, alors, on va, d'ailleurs, en discutant avec les responsables de la Banque de France, on est convenu d'ailleurs d'appeler ça des mécanismes de type monétaire. C'est un peu lourd, mais ça leur permet de dire que je n'ai pas besoin d'intervenir parce que ce n'est pas des monnaies. Et ça fait certaines fonctions de la monnaie et de façon éventuellement réduite. Bon, il y a des monnaies, on verra, par exemple, vous avez tous entendu parler de Bitcoin parce que chaque fois qu'on parle de monnaie, on ne parle plus que de ce bazar-là, qui fait certaines fonctions supplémentaires et pas que de l'échange d'ailleurs. Donc vous voyez que ça peut faire des tas de choses. Ça fait quand même de la mesure de valeur, puisque en fait on peut négocier en vire ou on peut négocier en francs suisses, mais on ne fait pas tout effectivement. Donc ça veut dire qu'on va. Alors je vais essayer, pour éviter de dire chaque fois des mécanismes de type monétaire, je vais appeler ça monnaie. Je suis d'accord avec vous que c'est un abus de langage, dans le sens où ça n'est pas une monnaie complète, c'est une monnaie partielle si vous voulez. On peut dire ça comme ça. Sur la confiance, je vais y revenir parce que c'est particulièrement important. Dernière chose que je voulais vous dire, alors il existe aussi des petites monnaies sur des trucs un peu rigolos, du genre favoriser la réputation. Je te trouve sympa, je te file un explorateur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un léger détournement là-dedans. C'est que la monnaie est faite pour échanger des biens. Donc elle mesure des biens. Elle mesure des bouts de papier, des tomates, ce que vous voulez. Là, dans l'explorateur, on commence à mesurer des personnes. Alors est-ce que je ne suis pas en train de réifier, de chosifier les personnes? C'est juste une question par rapport à tous les mécanismes de réputation qu'on a. Et ça pose des questions assez profondes. C'est le rôle de... C'est le rôle de... Pardon? Ça, on peut aussi faire avec les euros. Oui, actuellement d'ailleurs, en fait, c'est un des détournements absolument incroyables de l'euro, c'est que maintenant, quand vous dites bonjour à un Chinois, il dit combien vous valez. Vous pouvez reprendre l'exemple De l'exemple de la monnaie de réputation. Alors, vous avez une monnaie, alors je prends la monnaie française de l'explorateur, je vous trouve très sympathique, et donc je vous donne un explorateur sur votre compte. Ça veut dire que si vous avez plein d'explorateurs, il y a plein de gens qui vous trouvent sympathique ou dignes de confiance, par exemple. Ça ressemble un petit peu aux petites étoiles que vous avez dans les réseaux sociaux, par exemple. Ça existe?
Oui, oui, tout à fait. L'un des premiers, c'était le dollar, par exemple. C'est pas une monnaie, ça, c'est... Alors c'est considéré comme des mécanismes de type monétaire quand même malgré tout, puisqu'il y a des mécanismes d'échange, mais on verra que justement, encore une fois, on voit bien que tous les mécanismes ne sont pas là. Mais le fait qu'une partie de ces mécanismes-là soit là, permet de faire certaines fonctions. Mais évidemment, pas forcément sur la même chose. Là, on s'intéresse plus à mesurer les biens, on mesure les personnes, ce qui est radicalement différent. Alors, il y a des monnaies où vous pouvez en créer autant que vous voulez. Effectivement, il y a des monnaies comme ça. La création de masse monétaire, c'est très différent d'une monnaie à l'autre, hein, effectivement. Là, tout à l'heure, on a donné un exemple. Là, chacun peut créer autant qu'il veut, il y a la ligne. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit la banque qui crée vos euros, parce que quand vous empruntez, la banque ne vous prête pas des euros qu'elle a, elle crée ces euros-là, il faut le savoir, à partir d'une petite règle de conversion, mais qui fait qu'en gros, elle peut créer autant d'euros pratiquement qu'elle veut, avec très très peu de limites. Eh bien, là, c'est plus la banque qui crée, c'est vous êtes la banque. Donc vous êtes une banque d'explorateurs. Mais c'est donc un mécanisme différent. Regardez bien, ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a plein de mécanismes. Regardez au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on avait des monnaies qui ressemblaient aux monnaies, et qu'on appelait monnaie d'ailleurs. La valeur de cette monnaie était totalement aléatoire. D'abord, les gars abîmaient l'or pour le récupérer, donc c'était quand même très aléatoire. Par contre, puisque ça mesurait la valeur des biens, ouais, c'était très très approximatif. Par contre, la monnaie servait à mesurer aussi la valeur des seigneurs, des personnes. C'est-à-dire que le seigneur, c'était celui qui aidait, y compris financièrement, son peuple et les autres. Donc vous voyez bien que même des monnaies qui étaient, et c'est un des travaux de Laurent Gillet avec lequel on a travaillé, qui est économiste, a montré qu'il y avait différents régimes de la valeur, même dans les monnaies qu'on connaissait, c'est-à-dire dans le franc ancien, si vous voulez, dans les monnaies anciennes qu'on a utilisées en France. Et donc, des monnaies, on peut en avoir plein de mécanismes différents. C'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux appeler ces mécanismes de type monétaire. Excusez-moi, je reviens juste sur cette question d'explorateur que je ne connais pas du tout. Ouais. C'est pas un instrument qui permet l'échange, c'est simplement une façon de... C'est de l'échange de... quelqu'un, en fait, quand on reçoit des explorateurs, on ne peut rien en faire. Ou alors si vous recevez de l'estime. Alors vous allez me dire l'estime... Non, alors, regardez, actuellement, si vous recevez 1 euro, je vous conseille de faire une expérience, c'est d'essayer de le manger. Ça ne se mange pas. Donc il va falloir le convertir en autre chose pour qu'il soit intéressant. Si vous recevez de l'estime, en gros c'est une monnaie d'estime, on va dire ça comme ça. En gros, vous n'en faites rien l'estime. Enfin, c'est sympathique, mais vous n'en faites rien. Mais par contre, cette estime, vous pouvez la transformer en autre chose. Si vous êtes dans le besoin, plus de gens vont vous aider. Si jamais vous faites un projet, plus de gens vont avoir confiance. Donc l'estime est un mécanisme aussi de type monétaire extrêmement subtil, parce qu'en plus, il se passe quelque chose d'assez étonnant sur cette estime, encore très différent même de monnaie, c'est que imaginez que vous faites quelque chose pour moi, et moi je suis un ingrat total. Donc je ne vous donne même pas l'estime, je ne vous donne même pas l'explorateur, mais tout le monde a vu ce que vous avez fait, et vous donne des explorateurs, ou vous donne de l'estime. Donc c'est un mécanisme très particulier, parce qu'il n'est plus forcément 2 à 2, contrairement aux monnaies classiques, celles qu'on les connaît. Mais vous voyez bien que je suis en train d'essayer d'élargir, alors vous avez raison de me reprendre, non pas le monnaie, mais les mécanismes monétaires, pour essayer de penser à ce qui va nous intéresser. Notre question, elle est bien plus politique que la question de la monnaie. Elle est comment on peut avoir des mécanismes qui nous aident à mieux vivre ensemble, ou à moins bien vivre ensemble, sur un cas de figure, et des choses comme ça. Donc on va être obligé de décortiquer ces différentes choses en regardant toutes et explorer, en fait, pas explorateur, mais explorer les différentes possibilités. Voilà pourquoi je vous un petit peu les choses. Je vais vous donner des exemples encore plus étonnants de monnaies. En particulier, des monnaies qui favorisent un comportement. Une monnaie qui existe depuis 800 après Jésus-Christ, qui se trouve donc dans les îles de Bali. Alors, à Bali, c'est très bizarre. Quand vous allez, vous prenez le taxi, et vous vous dites, mais ces gens-là, ils sont un peu bizarres. C'est pas comme les Indonésiens, c'est pas comme les Français, c'est pas comme les autres. Il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont pas tous... Il y a une raison pour ça, ils sont tous artistes. Pourquoi? Parce qu'en plus de la monnaie balizienne, la nour indonésienne, c'est je sais plus ce que c'est d'ailleurs, c'est une roupie, non, je ne sais pas, non, je sais pas une roupie, enfin bref, de la monnaie indonésienne, on va dire, eh bien, ils ont une monnaie que l'on peut gagner et dépenser que dans la culture pour fabriquer du théâtre, de la musique, etc. Ça s'appelle le Narayan Banjar. Alors vous allez me dire, pour des gens qui n'ont pas à bouffer, c'est quand même fort de café de dire, ben voilà, on va faire une monnaie plutôt sur la culture. Mais le fait d'avoir fait une monnaie que l'on ne peut gagner et dépenser que dans la culture, donc moi je peux aller voir un pièce de théâtre parce que j'ai fait de la musique pour d'autres, eh bien a changé fondamentalement la culture même de Bali par rapport à la culture indonésienne. Et donc vous voyez que ce petit dégât collatéral fait qu'à un moment donné, il y a des personnes dans les Banjars, c'est des villages qui sont plus pauvres, eh bien ont une solidarité même accrue.
entre eux. Alors les bolgers très riches, ils s'en foutent parce qu'à la limite, ils se payent leur truc avec des classiques, mais ceux qui n'ont pas les moyens, eh bien aujourd'hui, ils sont, non seulement ils n'ont pas les moyens, mais en plus ils sont artistes et donc ils se comportent différemment. Oui. Et comment on permet du coup aux gens qui ne sont pas artistes d'aller voir des pièces de théâtre? Eh bien, il suffit d'essayer d'être artiste comme vous pouvez, donc vous allez participer même comme figurant dans mon super spectacle, je vous embauche comme figurant. Vous n'êtes pas très bon, c'est pas grave, vous allez gagner quelque chose pour aller voir un spectacle. Enfin, je ne suis pas très bien, vous n'êtes pas bon. Alors, autre exemple au Japon. Imaginez, nous, souvent, on essaie d'aider nos parents quand ils sont un peu âgés. Et puis, vous savez bien, aujourd'hui, au Japon comme en Europe, eh bien, on s'est tous un peu déplacés, nos parents ne sont pas au bon endroit. Et donc, comment je vais leur donner un coup de main, c'est pas facile. J'aimerais bien que quelqu'un, peut-être, les aide dans leurs voisins. Alors, imaginez que moi, j'aille aider une personne âgée, par exemple, à côté de chez moi, pas trop loin. Et que cette personne-là me donne, allez, on va appeler ça des furaï kipu, c'est-à-dire une monnaie que je vais pouvoir donner à mes parents, ou garder pour moi si jamais, quand je suis malade, par exemple, pour que les personnes prennent soin de moi, ou prennent soin de mes parents, même à distance. Cette monnaie, aujourd'hui, c'est pas mal développé, mais vous voyez que c'est encore une monnaie, un mécanisme de type monétaire, parce que l'on a réduit cette fois la monnaie à une affectation pour faire quelque chose de particulier. Dernier exemple, mais celui-là j'aime beaucoup, c'est une ville de Curitiba qui se trouve au Brésil. Une ville qui a beaucoup grossi, 2 millions d'habitants. Alors ils ont fait une énorme connerie. Ils ont élu, non pas un politique, mais ils ont élu un architecte. Et cet architecte s'est entouré de politiques, d'architectes, d'artistes, etc. pour essayer de réfléchir à comment gérer cette ville qui croît. Alors une ville qui croît et qui devient de plus en plus grande, deux problèmes, des ordures partout, on n'arrive plus à gérer ça. Vous n'imaginez pas le prix que ça coûte de gérer les ordures. Et l'autre aspect, eh bien, y a des voitures partout parce qu'il y a de plus en plus de monde dans la ville. Alors ils ont fait une monnaie très particulière que vous ne pouvez gagner que en triant vos ordures, allez, pour les plus pauvres, même en triant les ordures des autres, et que vous pouvez dépenser que dans le transport en commun. Alors, plusieurs dégâts collatéraux, conséquences de tout ça. Premièrement, eh bien, le transport s'est bien fluidifié grâce au transport en commun, très bien, et puis les déchets aussi, puisqu'en fait les déchets ont été beaucoup plus triés, et donc ça redevenait acceptable, et donc la ville pouvait payer le traitement des déchets facilement. Alors vous allez me dire, oui, mais si on regarde bien, ça revient d'une certaine manière à subventionner le transport, parce que si je commence à payer le chauffeur de bus avec des tickets de transport, il va avoir l'air fin, et je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu tellement d'argent économisé grâce au tri, et vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est absolument gigantesque, que non seulement ça a permis de financer le transport en commun, mais en plus, ça a financé le développement du transport en commun. Ça coûte beaucoup plus cher de développer des nouveaux trams, des nouvelles choses, etc. Et en plus, il restait un peu d'argent, et donc grâce à ça, ils ont baissé les taxes, fait venir des entreprises et baissé le chômage. Deux problèmes dans la ville, les déchets, le transport, la mise en place d'une monnaie un peu particulière, puisqu'en fait elle est extrêmement ciblée, on ne peut même pas l'acheter et la vendre pour la même chose, eh bien, a permis de résoudre trois problèmes, les déchets, le transport et une partie des problèmes d'emploi. Vous voyez donc comment en fait des mécanismes pour faciliter l'échange, dans ce cas-là, eh bien, permettent de faciliter certains échanges et donc de mieux vivre ensemble, y compris de trier ses ennuis, par exemple. Alors, finalement, on peut se poser quand même quelques petites questions pour terminer sur les monnaies complémentaires. Après, on va voir qu'est-ce qu'on peut inventer de nouveau. Est-ce que c'est légal? Alors d'abord, on n'a pas le droit de créer de la masse monétaire. Alors, on n'a pas le droit de créer de la masse monétaire, mais bon, c'est pas très grave si on fait du zéro. Bon. Mais alors, il s'est passé un truc, c'est que ça, c'était un argument très fort avant. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, si vous avez dans votre poche un chèque déjeuner, ce chèque déjeuner, en attendant d'être reconverti, c'est-à-dire d'avoir été utilisé, il immobilise une base monétaire qui n'est pas de l'euro, puisqu'en fait c'est un billet de ticket là-dedans. Donc d'une certaine manière, il crée une base monétaire, donc c'est une forme de monnaie au même sens perverti que celui que je disais tout à l'heure. Donc un système qui est un mécanisme de type monétaire, mais qui crée de la base monétaire. Alors le problème, c'est qu'il faudrait faire un procès à chèque déjeuner, à la poste, les timbres c'est la même chose, tant qu'ils ne vont pas être envoyés, à la RATP, enfin bref, beaucoup de choses, c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, on considère qu'on va dire, voilà, alors c'est pas une monnaie, donc ça résout le problème, et surtout, eh bien, tant que ça n'a pas un impact de masse monétaire suffisamment important pour poser des problèmes macroéconomiques de masse monétaire, eh bien les banques centrales, pour l'instant, disent pas grand-chose. Donc on est dans une sorte de vide juridique là-dedans. Par contre, il y a un deuxième problème qui n'a pas été réglé,
c'est le problème de comment on finance la collectivité. Parce que si on échange entre nous des tas de choses, mais qu'on ne paye plus de taxes, qui va payer les routes, qui va payer les hôpitaux? Alors c'est une des raisons pour lesquelles en fait toutes les monnaies avant 2000 pratiquement s'étaient cassé la figure, enfin avant les années 90 on va dire, et donc on avait un problème. Alors les selles ça va parce que c'est des échanges non commerciaux, c'est-à-dire on se donne des coups de main, mais dans les échanges commerciaux évidemment ça ne marche pas. L'astuce c'est ça qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'imaginez qu'un sol violette, l'argent qu'on va utiliser à Toulouse, ou la mesure à Romans-sur-Isère ou d'autres encore, eh bien sont égales exactement à 1 euro. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je l'utilise non plus comme une monnaie, mais comme un instrument de paiement. Et sur mon livre de compte, eh bien, imaginez que je vous dis, bon, tiens, ça vaut 10 euros. Vous me dites, est-ce que je peux vous en payer la moitié en sol violette et l'autre moitié en euros? Alors, jusqu'à un certain stade, moi je vais vous dire, ok, bon, peut-être pas tout, parce que sinon j'aurais du mal à partir en vacances à Brest, parce que j'aurais pas des éoges, des sol violettes, ou je suis encore moins d'une part. Mais si c'est suffisamment acceptable, moi je pourrais les dépenser sur Toulouse. Donc je vais vous dire oui. Mais dans mon livre de compte, qu'est-ce que je vais noter? Je ne vais pas marquer une colonne sol violette, une colonne euro. Je vais marquer 10 euros que j'ai vendu. Dont 5 ont été payés en sol violette et 5 des billets de 5 euros. Et donc vous voyez qu'avec cette astuce justement d'avoir une parité, eh bien on a trouvé une solution au moins pour cela. Ce qui n'est pas le cas pour des monnaies plus flottantes, effectivement comme Bitcoin, etc., qui posent d'autres questions qui nous emmèneraient très très loin d'ailleurs, et sur lesquelles beaucoup de gens se posent des tas de questions aujourd'hui. La gouvernance, eh bien, la monnaie, c'est fait par qui? Ben, il faut que ça soit fait par quelqu'un qui en a confiance. À votre avis, qui fait la monnaie? Qui pense que c'est les États, par exemple? Il n'y a pas grand monde. Hein. Ah oui. Vous êtes le maillon faible. La question est posée, j'ai certainement tort. Oui. Non, ma question était un peu trop facile à... non, en fait, c'est les banques qui font les monnaies. Alors, qui a confiance, non pas dans l'État, puisqu'on les a élus, bon, on peut avoir confiance ou pas confiance, mais qui a confiance aveuglément dans les banques? Quel banquier? Vous êtes perspicace. Vous avez confiance dans votre banque? Dans toutes les banques, ok? D'accord, donc une personne a levé la main. Ça veut dire qu'en fait, pourquoi on a confiance dans la monnaie? Si c'est les banques qui la fabriquent. C'est ça? C'est quoi? Les banques centrales. Alors les banques centrales. Alors à qui appartiennent les banques centrales? Qui pense que c'est les États? Ah, c'est la plus personne de se lever la main. Oui, vous avez raison, parce que la Banque Centrale Européenne, c'est 100% des banques, et la Fed américaine, non, il reste encore un tout petit peu, quelques pourcentages pour l'État, mais la grande majorité, c'est les banques. Donc évidemment, les banques centrales, donc c'est les banques. Alors la seule chose, c'est que c'est quand même vachement plus facile d'avoir confiance dans un truc que vous n'avez pas confiance, à partir du moment où c'est ancien. Par contre, si vous créez une monnaie nouvelle, comme celle dont on a parlé, et bien là, vous ne pourrez pas faire l'économie d'essayer de fabriquer de la confiance. Alors, soit vous faites le gouvernement occulte et vous dites, vous avez tous confiance en moi, je ne vous conseille pas. Soit on essaye de décider ensemble. Aujourd'hui, monter une monnaie, par exemple, complémentaire dans une ville, c'est 1 an de travail. Pourquoi? Mettre en place la monnaie, une semaine. Et 1 an simplement pour que les acteurs apprennent à se connaître, décident ensemble, co-construisent la monnaie de manière à créer le lien de confiance. Et donc là, on ne fait pas l'économie de la confiance. Et puis la dernière chose, c'est est-ce que c'est légitime ces trucs-là? Alors évidemment, quand c'est porté par des municipalités, comme l'Éole, par exemple à Brest, ça peut aider un petit peu, mais une des idées phares qui serait intéressante pour donner plus de légitimité, c'est imaginer que la région Île-de-France, par exemple, s'il y a une monnaie qui se crée en Île-de-France, il y en a quelques-unes qui là-dedans, je dis, moi, région Île-de-France, j'accepte que vous payiez une partie, 1%, simplement 1%, de vos impôts régionaux là-dedans. Alors ça veut dire qu'avec ça, je ne vais pas acheter des petits fours à Saint-Loire, je vais acheter des petits fours à un producteur local. Mais c'est pas si grave que ça pour une région. Mais éventuellement, ça veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, moi, région, je dis j'ai confiance dans cette monnaie-là aussi. Et donc ça veut dire que ça va nous aider à produire de la confiance. Donc voilà quelques petites questions. Mais oui. Oui, je reprends l'exemple des chèques restaurants. Oui. Si moi je décide d'échanger les chèques restaurants contre autre chose, Ouais. Et que l'autre est d'accord, tant qu'il n'y a pas de parité, ça marche. À partir du moment où il y a de la parité, ça devient une monnaie à part entière.
Oui, oui, ça revient à ça. Enfin, oui, d'une certaine manière, oui, oui. Vous avez raison que la notion même de pouvoir convertir votre chèque déjeuner surtout pas que c'est en euros. Alors, en fait, effectivement, la question de la convertibilité de la monnaie est une question assez complexe. Par exemple, les monnaies de type sol violette et autres sont convertibles, mais malgré tout, ils sont gagés. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent que vous mettez, il y a les 20 000, c'est pas de grosse somme, hein, sur tout Toulouse, je crois que c'est 20 000 euros. Eh bien, ces 20 000 euros sont stockés sur un compte à la nef, je crois, pour pouvoir rembourser aux gens s'ils le veulent. Mais par contre, pour d'autres monnaies, non. Si vous avez la parité, vous disiez par rapport au franc suisse, ça va, ils non plus. Mais par rapport à un euro, qui monte aussi, par rapport à un dollar, ben, votre masse créée, votre masse monétaire, elle dévalue aussi. Oui, oui. Bon, alors quelle différence il y a entre cette monnaie que vous avez créée et puis la monnaie? Dans ce cas-là, si elles sont complètement convertibles, justement, on ne voit plus très bien la différence. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, on peut se retrouver à créer de la masse monétaire. Il s'est passé, je vais vous raconter une petite histoire, mais parce que je ne vous racontais pas. Encore juste un mot, oui. Il y a une histoire qui est comme ça, on arrête la monnaie. Ouais. Bon, alors on va prendre, comme vous dites, un papier, et on va noter. Puis au bout d'un moment, il y a un qui dit, bon, plutôt que de noter, on va faire des billets. Et on est parti. Ouais. Oui. Et puis après les billets, bon, on va faire des trucs virtuels, et puis après on se fait avoir de la même manière aussi. Le mécanisme processus, une banque qui va gérer. Alors dans le temps, c'était les États, il n'y avait pas de problème. Il y a encore. Il y avait quelques problèmes, mais moi. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de problème pour les États. Mais maintenant, comme c'est les États, et que ce sont des banques qui auto-créent la monnaie, je ne vois plus du tout la différence entre la monnaie que vous avez créée, quelle qu'elle soit, alors, et puis à partir du moment où vous admettez la convertibilité. Alors, à partir du moment où on admet la convertibilité, effectivement, ça veut dire que pendant le temps que vous êtes dans cette monnaie-là, par exemple, vous pouvez peut-être la dépenser que pour une activité, que pour un territoire, mais vous pouvez la reconvertir après. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si moi je suis payé en sol violette et que je peux me reconvertir en euros, alors souvent on fait en sorte que ça dévalue un peu. D'abord parce que si vous commencez à faire de l'intérêt là-dessus, ça devient très intéressant de le stocker et j'ai plus intérêt à ce que je perde de l'argent si je le reconvertis en euros par exemple. Donc on essaie de trouver comme ça une balance de manière à ce que ça soit acceptable. Mais vous avez tout à fait raison, à un moment donné, il y a une confusion effectivement qui fait que ce mécanisme d'échange, eh bien, je peux être payé en sol violette et au lieu d'acheter des morceaux de fin à Toulouse, je peux acheter des armes en Afghanistan grâce à la reconversion. Donc, mais bien sûr, et vous voyez bien qu'il y a des monnaies qui sont non convertibles, comme le lire, il y a des monnaies qui sont convertibles mais non encouragées, c'est-à-dire vous perdez de l'argent si là-dedans, il y en a qui sont convertibles dans un seul sens et pas dans l'autre, c'est-à-dire vous pouvez acheter de cette monnaie-là mais vous ne pouvez plus reconvertir, etc., etc. Donc vous voyez, il y a à peu près tous les cas de figure, mais ce qui est intéressant de retenir dans ce que vous dites, c'est que vous voyez la façon dont vous allez architecturer une monnaie va lui donner des certaines caractéristiques, y compris de porosité par rapport aux monnaies conventionnelles, y compris de fonction sociale ou non, etc. etc. C'est ça que je voudrais que vous reteniez pour qu'on puisse aller un cran plus loin, en disant, ça c'est ce qui existe, donc aujourd'hui environ 5000 monnaies complémentaires. Essayons d'aller plus loin, est-ce qu'on pourrait imaginer des mécanismes de type monétaire qui nous permettraient d'aller un cran plus loin? Alors pour ça, eh bien, on a essayé d'imaginer plein de choses, multiplier les indicateurs, avoir des indicateurs non mesurables, comme l'estime tout à l'heure, séparer les monnaies en fonction de leur rôle, rembourser à d'autres, etc. Tout ça, ça nous a amené à deux pistes. La première, c'est faciliter l'investissement, mais sans spéculation, en associant une monnaie complémentaire et une monnaie classique. Pour ça, je vais vous faire un tout petit roman photo qui a deux objectifs, d'expliquer simplement et d'être très kitsch. Le deuxième objectif est totalement obtenu, vous me direz si le premier l'est également. Je vous présente Sylvain, qui aimerait bien faire plein de choses dans la vie. Alors c'est au milieu des fleurs, c'est joli, et il aimerait bien se débrouiller, mais il n'a pas d'argent, le pauvre. Alors, il rencontre Dimanche, c'est les noms réels, hein, puisqu'il s'appelle Dimanche, parce qu'il est un dimanche, qui connaît la vidéo et qui lui donne de la vidéo. Et donc Sylvain a appris la vidéo. En échange, il va lui donner, alors on va utiliser le téléphone mobile, on est moderne, un Moniba. Et donc, on va faire comme le système de tout à l'heure. Tiens, allez, hop. Donc, petit calcul, Dimanche a 1 Moniba, Sylvain a moins 1 Moniba. Mais Sylvain est un petit futé. Et il se dit, mais je pourrais former Abbas, qui est ici, et qui, lui, eh bien, va pouvoir lui donner un Moniba. Donc, Sylvain, il avait moins 1 plus 1 égale 0, vous me suivez? Ça va? C'est pas trop compliqué. Et puis, Abbas, évidemment, des déboîtes. Et puis on pourrait continuer comme ça. Alors on pourrait s'imaginer comme ça qu'à la fin,
eh bien, il va se passer des choses. Voilà la transparence le plus important, quelques mois plus tard. Alors, je vous présente ici Diokunda, qui est en fait le directeur adjoint de l'ANP du Mali. Son souci, c'est de dire, moi, je cherche les gens à qui je vais donner une bourse de formation. J'ai pas assez d'informations, donc en général, je donne la bourse de formation aux gens que je vois le plus. Ça s'appelle pas quelqu'un qui est vertueux, ça s'appelle un faillot. Et donc, c'est pas très facile, ou alors au cousin du voisin de l'autre, etc. Alors, je pourrais essayer de dire, voilà, celui qui a 1000 Moniba, eh bien, ou 100 Moniba, eh bien, je vais lui donner une bourse de formation. Mais si on fait ça, on a le même problème que la monnaie classique, c'est-à-dire je vais faire des casses en Moniba, on va spéculer, je vais commencer à faire des formations à tout le monde, etc. Alors, Diokunda, il est un peu plus astucieux, il dit, voilà, imaginez que Sylvain, même peut-être il a 0, mais je ne vais pas regarder combien il a à la fin, je vais regarder ses mouvements de compte, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a dépensé 100 Moniba et il a gagné 100 Moniba. Donc 100 fois, il a appris, puisqu'il y a des gens qui l'ont formé, et 100 fois, il a appris à d'autres, il a formé les autres. À ce moment-là, Sylvain, ça devient quelqu'un d'intéressant, parce que c'est quelqu'un qui a appris à apprendre, et c'est quelqu'un qui va pouvoir apprendre aux autres. Et là, eh bien, on va mettre, alors on va arranger un peu le truc en disant, voilà, plus de 50 personnes différentes, parce que si on fait le truc entre nous deux, au bout d'un moment, évidemment, on va avoir plus 100, moins 100, bon, c'est facile. Et donc, avec ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un petit indicateur, et donc on a fabriqué un indicateur assez étonnant, puisque ce n'est pas la valeur du Moniba, c'est le fonctionnement du Moniba, qui nous permet de dire, j'attribue quelque chose qui est du franc CFA, évidemment ciblé, puisque c'est une bourse. Et voilà comment on peut imaginer, effectivement, faciliter, par exemple, de diminuer le risque. Actuellement, lorsqu'on forme un chômeur, il y a à peu près 10% de résultats. Là, l'objectif, il n'est pas d'arriver à 100%, il est d'arriver à 200%. C'est-à-dire de pouvoir former plein de gens avec. Et évidemment, à Finlande, je réalise mon rêve. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a fait la même chose pour l'innovation avec d'autres systèmes qui nous permettent d'identifier le risque des personnes. Et donc, un innovateur, imaginez que les innovateurs échangent entre eux avec une monnaie des informations, eh bien, je pourrais avoir des informations très intéressantes. La capacité, par exemple, de quelqu'un d'échanger avec des personnes complémentaires de lui plutôt que toujours les mêmes. Ça, c'est une information intéressante pour l'investisseur. La capacité d'échanger aussi sur le long terme, c'est des choses qu'on mesure dans une comptabilité, si vous voulez. Et plutôt que simplement d'engueuler chaque fois avec les personnes et recommencer avec une personne nouvelle. Et donc, toutes ces informations-là me donnent une information très différente du CV ou du business plan, sur des déclarations. Un business plan, vous savez ce que c'est un système qui me permet de dire que le gars, il sait écrire un business plan. Point. Ça veut dire rien parce que le projet dans 2 ans, il n'aura rien à voir. Ah oui, par définition. Alors, donc, ce qui est intéressant, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez investir dans une personne qui a un mauvais projet, mais qui est totalement adaptable et qui pourra changer en 2 ans, ou dans quelqu'un qui a un super projet et qui est complètement con et qui va s'engueuler avec tout le monde? Et évidemment, la réponse est le premier. Mais les business plans ACV ne mesurent pas ça. Ici, eh bien, on pourrait fabriquer donc, une monnaie d'échange qui est là pour échanger entre investisseurs ou entre chômeurs. On a testé ça à l'NPE du Mali, mais on peut le faire aussi avec des personnes qui ont des projets. Et puis, avec ça, on fabrique, deuxième fonction de la monnaie, un indicateur, mais un indicateur plus subtil. C'est-à-dire, c'est pas combien vous avez de Moniba, mais c'est comment ça a fonctionné pour me donner des informations sur vous. Et grâce à ça, eh bien, je peux réduire le risque d'investissement, que ce soit pour un formateur, un NPE, ou que ce soit pour un investisseur dans un projet. Voilà un premier exemple là-dedans. Deuxième et dernière chose que je voulais vous présenter, c'est de dire, alors dans les idées complètement folles, vous savez, quand vous mettez 160 personnes ensemble, le danger, c'est que quand ils font l'intelligence collective, c'est complètement barré. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont trouver des trucs que normalement aucun individu aurait été capable de trouver. Alors, après avoir dit, bah, tiens, on pourrait faire de l'investissement, mais un petit peu plus subtil, sans spéculation, puisqu'en fait, spéculer sur Moniba, vous êtes bien avancé, eh bien, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, plutôt que de faciliter l'échange, faciliter le don? Alors, normalement, à ce stade-là, vous dites, ça y est, les 160 personnes sont tous des bisounours, surtout qu'à la fin, on avait des banquiers qui disaient, ah, je testerais bien des systèmes de dons avec mes clients. Enfin, vous voyez à quel point ils sont tous fous, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, mais voilà, le don et l'échange, dans un petit groupe, dans une famille, est-ce que vous connaissez beaucoup de mamans qui disent à leur enfant, écoute, moi je t'ai donné tout ça depuis que t'es petit, maintenant t'as 18 ans, tu me rembourses tout. Non, donc le don et l'échange sont naturels. Par contre, le don et l'échange dans un groupe extérieur au groupe ne sont moins naturels. Depuis 8000 ans, on a inventé un système absolument incroyable, et encore un peu plus avant avec le troc, puisque le troc a été inventé pour échanger avec des gens
connaissez pas. C'est la capacité d'échanger avec d'autres personnes qui ne font pas partie de mon réseau de confiance. Et j'ai confiance dans la monnaie et pas dans les personnes. Raison d'ailleurs pour laquelle je vous conseille de ne pas mettre une monnaie dans un petit groupe qui a déjà confiance en lui, parce que les gens ont tous confiance dans la monnaie et plus confiance en vous. Comme ça, vous aurez des... Mais par contre, est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec le don? Donc il faudrait un mécanisme type donétaire, ou, enfin bref, de manière à faciliter le don. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire, et je vais vous en présenter un qui est un peu plus ancien que nos travaux, et qui montre comment on peut donner en avant. C'est issu d'un film qui s'appelle Pay It Forward en anglais, du nom de la monnaie d'ailleurs, qui s'appelle La Monde Meilleure en français. Le film montre que c'est un gamin, alors je vous raconte l'histoire, c'est ça, un gamin à qui on dit, premier jour d'école, le maître dit, trouvez quelque chose pour changer le monde et mettez-le en œuvre, premier devoir. Le gamin, boum, et il y en a un qui s'accroche, et il trouve une idée simple comme seul un gamin pourra le trouver. C'est faux, c'est un économiste qui l'a trouvé, mais c'est pas grave, voilà le résultat. Et là, 3 personnes. Je commence par leur rendre service, mais il faut que ça soit un truc important. Un truc qu'ils ne pourraient pas faire tout seuls. Donc je le fais pour eux. Et ils passent le relais en faisant pareil pour 3 personnes. Ça en fait 9. Et là, ça en fait 3 autres. Alors, pay it forward, c'est un jeu de mots en anglais parce que rembourser, ça veut dire pay it back en anglais. Et pay it forward, ça veut dire qu'au lieu de donner, vous donnez à l'autre. Alors évidemment, si on est sur la valeur d'usage, je peux faire quelque chose de pas très important pour moi et très important pour vous, regardons bien comment ce système-là fonctionne. D'abord, pour moi, individuellement, je reçois une chose très très importante et j'en donne 3 simples. Je suis gagnant. Deuxièmement, imaginons que certains ne jouent pas le jeu. Ça peut arriver, bien évidemment. En plus, là, on ne mesure même pas les choses. En général, on voit que ceux qui ne jouent pas le jeu, c'est pas plus de 50%. C'est à peu près 50-50, on va dire, dans un système classique de banque de confiance. Eh bien, 50% de gens qui ne jouent pas le jeu, ça veut dire que le système à 3, comme ça, il augmente. Il augmente d'un tiers à chaque itération. Si bien que vous connaissez peut-être l'histoire du jeu d'échecs, où on met un grain de blé, 2 grains de blé, 4 grains de blé, etc. Et cette notion-là montre comment on peut créer de la valeur qui croît, la valeur d'usage, dans un système comme ça. Donc voilà un type de mécanisme communautaire. Juste pour conclure et pour terminer, je ne vais pas rentrer dans les détails qui nous emmèneraient très loin, mais qu'est-ce que c'est que la donnée? Donc, ce qu'on a dit, si elle a la monnaie pour faciliter l'échange, est-ce qu'en complément, et surtout pas en remplacement, puisque dans une famille, rappelez-vous, il y a de l'échange et du don, eh bien, si on était capable dans la société, pas simplement de passer à l'échelle l'échange, mais aussi le don. Premièrement, on donne là où il y a besoin. Donc le mécanisme de régulation de répartition, il est plutôt tip-top. Mais évidemment, est-ce que je suis pigeon? Est-ce que je suis tout seul à donner? Est-ce que je donne? Est-ce que je peux être passage clandestin et rien faire? Eh bien, vous avez vu que dans la monnaie, depuis le départ, je vous ai dit que finalement, il y avait un mécanisme de décalage dans le temps pour la résolution de dette entre le moment où je donne et je reçois, et un indicateur qui est en général l'indicateur d'échange. Il se trouve que sur la donnée, eh bien, on a identifié un système un peu plus compliqué et qui utilise des mécanismes qui aujourd'hui sont connus soit dans la théorie des jeux, soit dans la psychologie positive, soit en sciences cognitives, qui permettent aujourd'hui de voir un mécanisme qui permettrait d'avoir 3 mécanismes et 3 indicateurs. Pourquoi je vais donner? Eh bien, on a découvert que en fait, le plus grand bonheur des gens, c'est quand on donne, lorsque l'on s'investit complètement dans quelque chose. On parle aujourd'hui de flow, c'est-à-dire que le bonheur, on croyait au départ que c'était la satisfaction des désirs. Si vous satisfaisez vos désirs, si vous satisfaites vos désirs, enfin, je parle français, eh bien, il se trouve que vous en voulez encore plus. Donc, il y a une sorte d'insatisfaction naturelle. Il se trouve que l'état de flow qui a été identifié aujourd'hui en psychologie positive, la plupart des travaux qu'on présente ici datent de moins de 10 ans. Donc, c'est normal qu'il y a eu 1000 ans, ils n'ont pas réussi à faire la donnée, ils n'ont fait que la monnaie. Mais la plupart des choses sont contre-intuitives. Je vais vous citer juste une toute petite histoire mexicaine pour vous montrer à quel point ça peut être extrêmement puissant. C'est une histoire vraie. Derrière, je ne vais pas vous raconter toutes les bases scientifiques qui ont été faites à côté, mais je vais plutôt prendre une anecdote pour bien illustrer les choses. C'est juste après Noël, le papa et le fiston sont dans la rue. Le fiston a tous ses cadeaux de Noël encore, il se balade, et il croise un petit gamin des favelas. Alors le papa, il dit, bah écoute, tu vas prendre un de tes cadeaux et tu vas le donner au gamin des favelas. Le gamin, il regarde son papa et il est sérieux. Et puis il se rend compte qu'il est vraiment sérieux, très très embêté. Vraiment. Puis il n'ose pas trop faire autrement parce que c'est son père, alors très embêté. Et puis, alors d'accord, il prend le cadeau le plus pourri qu'il a.
Enfin, pas lui dit, non, non, tu vas prendre le plus beau pour lui offrir. Imaginez les grosses gouttes de sueur. Bref, je ne sais pas si ça vous aimeriez que ça vous arrive. Mais le gamin n'ose pas trop faire autrement, et donc finalement, il décide de prendre le plus beau les cadeaux, et il va le donner au petit gamin des favelas. Alors au retour, son père se dit, c'est fantastique ce qu'a fait mon gamin, il faut que je lui donne de l'estime, il faut que je le récompense, il faut que je lui dise bravo, etc. Il n'a pas eu le temps. Le gamin est revenu, il a dit, papa, c'est génial, je peux recommencer. Il avait pris son pied absolument total à donner. C'est totalement contre-intuitif parce qu'on nous apprend que c'est plus agréable de recevoir que de donner. Toutes les expériences scientifiques modernes montrent que c'est exactement l'inverse. Mais par contre, pour arriver à croire ça, on va être obligé de le vivre. D'où certains mécanismes pour arriver à faire passer ça. Petit exemple d'illustration pour terminer, et là j'en ai fini, j'ai dépassé 10 minutes, mais comme j'ai commencé 10 minutes avant, donc j'en ai profité, lâchement. Je vous présente un exemple qui a été fait justement par les élèves de Strat College Designer à la suite de nos travaux, à qui on a dit voilà, maintenant on vous présente les 3 mécanismes nécessaires, les 3 indicateurs, et on voudrait que vous fassiez un mécanisme de don. Imaginez, alors tiens, on prévoit de le faire dans une cour d'école avec les parents, les enfants, etc. Vous avez un arbre, dessiné ou ce que vous voulez, et chaque fois que quelqu'un fait un don, sans compter, hein, sans attendre une contrepartie, on rajoute une feuille. Mais cette feuille, elle est anonyme. C'est-à-dire, contrairement au système de réputation dont on parlait tout à l'heure, la feuille est anonyme. Elle me donne un indicateur très important. C'est que moi, je sais combien j'ai fait de dons à peu près, mais je vois, première chose, je sais que je ne suis pas un pigeon. Parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui donnent. Chose très très importante. Si je vois les choses qui croissent, eh bien, le nombre de personnes qui vont donner ne sera pas 100%, mais il va croître. On a facilité le don. L'avantage aussi, c'est que l'indicateur, il n'est pas mesurable. Je ne sais pas si vous avez le temps de compter toutes les feuilles, enfin là, il y en a 3, 4, mais lorsqu'il y en a 50, 100 ou 1000, eh bien, vous voyez simplement un indicateur approximatif. Les expériences les plus récentes en sciences cognitives montrent que plus vous comptez, plus, de façon classique, hein, c'est-à-dire avec un mécanisme d'attention, moins vous avez d'empathie. Et donc, en fait, eh bien, on va utiliser du calcul